Mesdames, Messieurs, bonjour et voici le sommaire de ce 13h au Bénin, 20e Assemblée Générale Ordinaire de l'Association villageoise de gestion des réserves de faune à Vigreffe-Pendjari. Les différents acteurs impliqués dans la préservation du parc national de la Pendjari ont dressé le bilan des actions menées pendant 12 mois, l'évaluation des performances réalisées et les difficultés rencontrées dans la gestion du parc national de la Pendjari étaient au cœur des assises. Ensuite, la traversée des enfants en période scolaire nous préoccupe dans ce 13h au Bénin. Cotonou, grande ville avec une circulation dense, rend la traversée des enfants plus complexe. Et comment y faire face pour assurer la sécurité des enfants à suivre dans un instant. Et puis enfin, à Natitingou, les eaux de la rivière de Fourounienké deviennent de plus en plus impropres à la consommation pour cause les différents usages qu'en font les populations, notamment la lessive directe dans ces eaux, l'insalubrité grandissante autour d'un plan d'eau permet aussi cette dégradation avancée de ces eaux, pourtant bien utiles aux populations riveraines. On va suivre le constat en fin d'édition. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. L'évaluation des performances réalisées et les difficultés rencontrées dans la gestion du parc national de la Pendjari étaient au cœur des assises de Tanguieta ce mercredi 25 janvier 2023. C'est à la faveur de la 20e Assemblée Générale Ordinaire de l'Association villageoise de gestion des réserves de faune à Vigreffe-Pendjari que les différents acteurs impliqués dans la préservation du parc national de la Pendjari ont dressé le bilan des actions menées pendant 12 mois. Alassane Arounan, Abdou Sabi Trissou pour le compte rendu. Au cœur de ces assises de Tanguieta, le bilan des activités menées 12 mois durant dans le parc national de la Pendjari et ses zones périphériques. C'est la 20e Assemblée Générale Ordinaire de l'Association villageoise de gestion des réserves de faune à Vigreffe-Pendjari. Une Assemblée Générale au cours de laquelle les défis à relever sont exposés. Notre association a connu des moments difficiles dans son fonctionnement au cours de cette année 2022. Ainsi qu'il vous souvienne que nos activités et moyens financiers se sont dramatiquement baissés à plus de la moitié. Ceci en raison de l'insécurité dans la région et nous invite à une réflexion profonde pour la recherche des moyens financiers à divers niveaux pour son fonctionnement. Je veux pour rappeler de la chasse sportive, de la pêche et du tourisme qui offraient des emplois à nos populations et surtout les moyens financiers. Chers participants, l'année 2022 fut une année d'histoire que la Vigreffe n'a jamais connue, au point où la supervision des AG des cellules s'est faite avec les motos par les membres du conseil d'administration. La collaboration entre Vigreffe et African Parks, concessionnaire du parc national de la Pendjari, est fructueuse. Elle accouche d'énormes réalisations au bénéfice des populations riveraines. Je tiens à dire que ensemble, nous avons pu toucher les communautés à travers la vaccination de 10 000 têtes de bœufs appartenant à 139 éleveurs autour du parc qui résident dans 12 villages riverains. Réaliser un forage à Dassari pour alléger les peines de nos éleveurs afin d'abreuver leurs animaux. Nous avons également appuyé 6 écoles riveraines du parc dans la zone série. Pour l'autorité communale, la tenue de cette Assemblée Générale Ordinaire dénote l'intérêt que cette fêtière accorde à la protection et à la valorisation de la biosphère de la Pendjari. C'est vraiment une chose qu'il faut conserver à tout prix. Parce que vous allez voir les associations, plusieurs associations, les gens se font le titre foncier. Ils sont installés pour toujours, ils ne veulent plus partir. Mais au niveau de la Vigreffe, je crois que nous faisons cet effort pour que le renouvellement de la classe dirigeante soit assuré et que chacun vienne montrer ses preuves au niveau de la direction de la Vigreffe. Pour mieux protéger cette réserve animalière, outre les populations riveraines de Tanguieta et de Materi, African Parks étend désormais son champ d'action à la zone série qui prend en compte les riverains de la commune de Kérou et ceux de Kouandé.
C'est l'occasion de dire merci à APR qui a aussi. Vous avez envie de faire carrière dans le métier de conducteur de taxi-moto, communément appelé Zémidjan à Cotonou. Eh bien, le reportage que vous allez suivre vous informe sur la procédure, les pièces à fournir et où aller se faire enrôler afin d'exercer ce travail en toute quiétude. Comment devient-on Zémidjan ou conducteur de taxi-moto? C'est un reportage de Teddy Goudalou. Celui qui fait son entrée dans cette pièce du 13e arrondissement de Cotonou a nom Christ Deoumon. Sur le point de démarrer son activité de taxi-moto, communément appelé Zémidjan, il est venu prendre connaissance de la procédure. Bon, ce que j'ai retenu, c'est que le papier au jour d'aujourd'hui, ça a changé par rapport à avant. Parce qu'avant, tu pouvais même envoyer quelqu'un qui peut venir faire les papiers pour toi. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut que le propriétaire de la moto soit là et que le conducteur aussi soit présent. Du côté de ces aînés dans le métier, le processus paraît simple, mais très indispensable pour faire carrière dans cette activité. Une fois à la mairie, on te délivre un papier dénommé droit taxi. Il est nécessaire de l'avoir avant de circuler dans la ville. Quelqu'un qui ne détient pas son droit taxi est susceptible d'être interpellé. Les pièces à fournir au niveau de la mairie pour prétendre être conducteur de taxi-moto sont multiples. Si vous achetez votre moto, vous venez d'abord à la mairie, à la section du droit taxi. Vous prenez les documents, c'est-à-dire les papiers d'achat, et le BFU, la liste des quittances, la douane de la moto. Ça, c'est nécessaire. Plus 5 100 francs maintenant. La carte d'identité du propriétaire, la carte d'identité de celui qui veut conduire la moto s'ajoute à ces pièces que je viens de citer et puis on vous enrôle. On vous donne un numéro. Et de là, vous irez acheter l'habit, écrivez ce numéro là-dessus, plus notre référence de la mairie. Le carnet communément appelé droit taxi ne s'obtient qu'ici à la régie principale des recettes non fiscales du 13e arrondissement de Cotonou. Il a une durée d'une année entière et permet aux conducteurs d'exercer leur métier en toute quiétude. Si un citoyen vient pour prendre l'enrôlement de droit taxi, je valide d'abord le dossier, je contrôle le dossier pour voir si les dossiers sont conformes à ce que nous prenons. Maintenant, je le valide et puis ils iront payer à la caisse. Et là, s'ils payent, ils viennent avec 2 quittances, avec un reçu de la caisse. C'est sur ça que moi, je délivre maintenant le numéro du droit taxi. Il peut conduire le même jour, s'il le veut. C'est à lui de décider. Sinon, si nous dormons, nous comptons à partir de là et ça fait 1 année avant qu'il ne revienne prendre un autre numéro. Devenir conducteur de taxi-moto nécessite donc des démarches préalables. Et ces hommes en maillot jaune le savent pertinemment malgré quelques indélicats qui exercent le travail dans l'illégalité. Je vous l'annonçais en titre, Cotonou, grande ville avec une circulation dense, rend la traversée des enfants plus complexe. C'est le constat fait sur le terrain par une de nos équipes qui est allée vivre le calvaire des apprenants du retour et à l'arrivée à l'école respective. C'est un constat signé Teddy Goudalou, Rachidi Soubirou. Il est 12h à Ménotin, un quartier populaire de Cotonou. C'est l'heure de la sortie des classes pour ce groupe d'écoliers qui est sur le point de traverser la voie. Si l'épreuve est réussie pour eux, c'est grâce à Kofi, la cinquantaine d'âge environ, passionné de ce travail. Agent de sécurité recruté pour la cause, il s'y plaît malgré la réticence des usagers de la route à marquer un arrêt au coup de son sifflet. D'autres même ne veulent pas s'arrêter. Si tu ne sais pas faire, ils vont te renverser même. Ils nous insultent.
Même des fois, à mi-chemin, ils veulent ramasser les enfants aussi. Au-delà de cette difficulté quotidienne, Kofi note l'ignorance de bien d'écoliers qui forcent la traversée non sans risque car certaines manœuvres des fois leur sont fatales. Des personnes de bonne volonté se prêtent aussi à cet exercice qui paraît difficile mais indispensable pour la survie des apprenants. Non, tout à fait, c'est un plaisir pour moi d'abord parce que c'est les enfants des amis qui sont dans l'avant à côté. Donc chaque fois qu'ils viennent ici, ils m'adressent et que je les traverse là-bas. C'est notre devoir aussi de faire ça, sinon ce n'est pas bon. Parce qu'on nous a fait ça aussi. Et de notre retour aussi, on doit le faire. À défaut de compter sur l'aide des personnes de bonne volonté, des parents eux-mêmes assurent le départ et l'arrivée de leurs enfants à l'école pour parer à tout incident. Vigilance doit donc être de mise pour mieux assurer la sécurité des écoliers le long de l'année scolaire. Pour l'organisation des examens de fin d'année, notamment le baccalauréat, les préparatifs vont bon train. Après un premier ramassage des dossiers, l'office du bac laisse une chance pour les retardataires. Le vendredi 27 janvier, la date butoir est fixée selon le calendrier élaboré par l'office du bac dans les différents établissements du département du Zou, principalement à Abomey et à Boycon. Les responsables de collèges et lycées ainsi que les candidats mettent les bouchées doubles malgré les efforts des uns et des autres. Certaines difficultés subsistent encore. Voici le constat avec, bien entendu, notre équipe basée à Boycon. Plus que quelques jours encore pour le dépôt des dossiers des candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2023. La date limite fixée par la direction de l'office du bac pour les retardataires est le vendredi 27 janvier 2023. Dans les lycées et collèges des villes d'Abomey et de Boycon, les responsables d'établissements ainsi que les apprenants concernés mettent les bouchées doubles afin que tout soit prêt. Pour la plupart, le gros lot des dossiers de candidature est déjà envoyé. La DOB a l'habitude de nous envoyer un planning que nous suivons rigoureusement en ce qui concerne les activités du baccalauréat. Et concernant le dépôt des dossiers, c'est déjà le 19 passé que nous avons déposé un premier lot, parce qu'il y aura un deuxième lot. Les retardataires auront encore une occasion de déposer leur dossier. On a déjà déposé, on a finalisé, on a déposé au premier ramassage. Et on s'est inspiré des expériences passées, des difficultés qu'on avait eues les années antérieures, pour vite lancer les apprenants, surtout par rapport au dépôt des pièces essentielles. Donc déjà en octobre, on a commencé par faire la chasse aux apprenants à vite déposer ces pièces-là. Je vous avoue qu'il y a certains qui ont traîné et c'est à la dernière minute qui sont pu déposer. Mais ce qui est sûr, on a déposé à bonne date. Dans d'autres établissements, comme au collège d'enseignement général 1 de Boycon, où nous nous sommes rendus, quelques difficultés sont à noter. Nombre de retardataires traînent toujours les pas. La nouvelle donne des inscriptions au bac cette année, c'est le numéro NPI. Beaucoup de candidats n'avaient pas fait le RAVIP. Ceux qui ont fait ont des difficultés. Il y en a qui avaient plusieurs de naissance. Et aussi à l'enregistrement, il y a eu des erreurs qui ont compliqué la vie aux candidats. Mais de grâce, tout est réglé. Avec l'audience foraine, la semaine passée, on a réglé au moins 13 cas sur place. Le dernier cas est en cours d'être réglé. Mais beaucoup de dossiers ne sont pas encore prêts, faute de cas d'identité, de légalisation. 48% ou 50%, ils n'ont pas encore payé les frais de dossier jusqu'à aujourd'hui. Or, la clôture est pour le vendredi. Beaucoup n'ont pas encore payé les frais de scolarité aussi. Mais on gère. Nous, chefs d'établissement, nous les informons sur ce qui les attend en terminale, mais les parents attendent toujours la rentrée. Très peu de parents se lèvent tôt pour régler les problèmes des enfants. Quand il y a de ces retards-là, ils seront obligés de voyager et d'aller à la direction de l'office du bac eux-mêmes. Donc l'appel, c'est que les parents n'ont qu'à faire diligence pour mettre à jour les pièces avant la dernière date de dépôt des dossiers. Avec les réformes, l'inscription au bac depuis quelques années se fait en ligne. Les parents d'élèves et tous les acteurs impliqués sont appelés à faire le nécessaire afin que les apprenants dont les dossiers sont incomplets puissent se faire enregistrer dans le temps.
Malgré les multiples séances de sensibilisation pour décourager le phénomène, le ver est toujours dans le fruit. En 2021, 2 collèges de Cotonou, à savoir le CEG Entente et celui de Filleyon, détenaient le palme de ce fléau. À 2, ils totalisent une trentaine de cas de grossesse en une seule année. Des chiffres qui ont suscité une enquête de notre rédaction. Un doigt accusateur est pointé vers les ouvriers, les manœuvres et les commerçants qui rôdent autour des écoles, mais aussi un regard critique est également retourné vers les parents qui de plus en plus fuient leurs responsabilités. Les conséquences, c'est l'abandon des classes par les filles enceintes parce qu'elles n'arrivent plus à suivre convenablement et efficacement les cours. Reportage. Les grossesses en milieu scolaire deviennent de plus en plus une préoccupation majeure pour les chefs d'établissement et même pour le gouvernement. Le phénomène flambe et interpelle plus d'un. Au CEG L'Entente, le point des cas de grossesse enregistrés ces 2 dernières années est ahurissant. 23 filles sont tombées enceintes en pleine année scolaire. Non loin de là, le CEG de Filleyon affiche à son compteur une dizaine de cas rien que pendant l'année scolaire dernière et une vingtaine de cas l'année précédente. Au CEG L'Entente, les cas de grossesse sont légion. Ce qu'on constate généralement, c'est qu'elles viennent jusqu'au moment où elles n'arrivent pas à supporter. Alors là, on observe des abandons. Elles ne viennent plus jusqu'à l'accouchement. Et elles perdent comme ça l'année. Et l'année suivante, certaines cherchent à revenir et reviennent si elles peuvent continuer les cours. Ici, notre particularité, c'est que nous entretenons de bonnes relations avec les filles enceintes de sorte qu'il n'y ait pas du tout de discrimination. Parce que les ONG avec lesquels nous travaillons ici forment nos enfants, nos apprenantes surtout, à ne pas se moquer de leurs sœurs, de leurs camarades qui tombent enceintes. Les auteurs de ces grossesses sont pour la plupart des riverains au quartier, des artisans, des commerçants et dans certains cas des camarades élèves. Conséquence, les filles ont dû abandonner les salles de classe et seulement quelques-unes ont eu le courage de reprendre après la période de maternité. Des cas d'avortement clandestin ont été également signalés. Les causes sont multiples, mais la principale est liée aux conditions de vie de ces jeunes filles. Les parents sont au banc des accusés. Ce qui cause ça souvent, c'est l'irresponsabilité des parents. Parce que si la fille a des besoins à la maison, la fille n'est pas bien traitée, elle a des besoins. Et puis arrivée à l'école, elle voit ses copines, genre tout habillées et puis tout. Et elle a des envies. Et puis un garçon vient lui proposer des trucs. Si elle veut subvenir à ses besoins, elle ira facilement faire ce gain. J'ai appris qu'au CEG L'Entente, il y a plusieurs cas de grossesse. Bon, on peut dire que les causes de la grossesse non désirée est surtout du côté des parents et les enfants. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de besoins. Et puis, pour subvenir à mes besoins, je suis obligée de faire de petits jobs. Mais toutes les filles ne sont pas conscientes de ça. Il y a d'autres qui abusent des filles pour dire que si tu me donnes le sexe, je vais te donner tel argent, je vais te faire ci pour subvenir à tes besoins. Donc les enfants sont laissés à eux-mêmes, ils vont à la recherche des sous et vont voir surtout les ouvriers qui sont tout autour des écoles là. Ces petites filles-là vont vers ces ouvriers-là pour chercher de l'argent. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ils vont vers les garçons et c'est la grossesse qui pénètre. Plus de 90% des filles concernées viennent des milieux affectés par la misère et le risque est là. Selon les statistiques, tout commence à partir de la classe de 4e. L'âge de puberté est acquis et la tentation devient grande. On a envie de se lâcher, de tout essayer sans tenir compte des risques potentiels de ce projet. Les grossesses en milieu scolaire engendrent de graves conséquences. Conséquences, c'est la grossesse, c'est les maladies sexuellement transmissibles. C'est quoi encore les fistules au cours de l'accouchement. Ils ont des problèmes de l'accouchement et ça amène parfois à quoi? Au décès de la fille. L'enfant, même si on ne le renvoie pas de l'école, l'enfant vient, mais il n'arrive plus à suivre le cours comme
cela se doit. On va sentir des malaises. Ou bien peut-être aujourd'hui c'est pas réveillé, c'est pas bien réveillé, tout ça là. Donc ça agit sur ces résultats. Si on prend 10, à peine 3 reviennent. Alors que le ministère a pris une de services les autorisant même à suivre les cours, même étant grosses. La lutte contre les grossesses en milieu scolaire reste un vaste chantier et les actions de sensibilisation des filles s'avèrent l'une des armes. C'est ce à quoi s'attellent certaines ONG partenaires des écoles, à l'image de Iradip ONG qui œuvre dans ce sens depuis plusieurs années. Nous avions constaté depuis bientôt 3 ans que les grossesses en milieu scolaire sont en nette progression. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous sommes dit il faut aller au contact de cette cible-là. Il faut procéder à des sensibilisations. Donc, par conséquent, nous nous sommes dit qu'il faut vraiment faire quelque chose au profit de ces enfants. Parce que le chef de l'État de demain, c'est ce qu'on aura fait de l'enfant d'aujourd'hui. Le sexe et l'école ne font pas bon ménage et certaines filles l'ont appris à leurs dépens. Les parents sont appelés à ouvrir le débat sur la sexualité avec leurs filles à la maison et surtout essayer de subvenir à leurs besoins pour freiner la progression des grossesses en milieu scolaire. La combinaison des efforts de l'école, des ONG et du gouvernement pourrait contribuer à l'épanouissement des filles et l'atteinte de l'objectif zéro grossesse en milieu scolaire prôné par Plan International Bénin. À Nati Tengu, pour finir, une eau naturelle à usage multiple dans cette commune. Il s'agit de la rivière de Fourouyenké, dont l'eau permet aux populations riveraines de s'approvisionner en boissons et pour d'autres usages domestiques aussi. Mais le manque d'entretien de ce cours d'eau et la lessive récurrente des riverains à cette rivière dégradent la nature de cette eau consommée, un risque sanitaire non négligeable. Voici le reportage. Derrière cette végétation arborée, en plein cœur de la ville de Nati Tengu, précisément au quartier Suntirantikou, se cache ce plan d'eau, autrefois faisant circuler une eau consommable et saine aux yeux des habitants du dit quartier, surtout en saison sèche. Cette rivière jonchée aujourd'hui de déchets de tout genre est devenue le seul point d'attraction des populations qui viennent y faire leur lessive. Je suis venue ici faire la lessive parce que ma maison est là à côté et ce cours d'eau est à côté de ma maison. Donc je suis venue ici faire la lessive parce que parfois on a des difficultés à avoir l'eau. Je suis venue pour puiser l'eau et faire la lessive. En fait, si on souffre, c'est parce que dans notre quartier ici on a problème d'eau. Si la pluie commence ici même, on ne peut plus rentrer dans le Margot là. C'est souvent pire. Il reste même un peu, même pour trouver, pour puiser, tu ne vas plus trouver. Plusieurs facteurs justifient le recours à ce point d'eau pour faire la lessive. Je préfère venir ici faire la lessive parce qu'il n'y en a pas trop de forage dans mon quartier. Le seul forage qu'il y en a, c'est de l'autre côté et c'est trop loin de ma maison. Tous les forages qui sont aux alentours sont payants. Nous avons chez le président Ousmane Batoko qui a 2 à 3 forages, je peux dire, qui alimente l'hôtel, mais pour puiser la population, pour utiliser de l'eau propre du président Ousmane Batoko est payant. En bas, à côté du délégué du quartier, il y a aussi un forage qui est nouvellement creusé, aussi c'est payant. J'ai choisi de venir ici faire la lessive parce que, si c'est dans un forage, il faut aller puiser de l'eau, c'est payant. Peut-être l'eau de 100 francs ne va pas suffire, il faut au moins 200, 300. Donc, alors qu'ici au Marigot, ce n'est pas payant. Si certaines personnes viennent y faire leur lessive, d'autres par contre s'y approvisionnent en eau de boisson malgré son état de souillure très avancé. Je suis à 50 mètres du Marigot et c'est l'eau-là que j'utilise pour boire, c'est l'eau-là que j'utilise pour la lessive, c'est l'eau-là que j'utilise pour beaucoup d'autres choses. Je suis venue puiser l'eau pour laver les bols et me laver. À côté des hommes, des animaux domestiques n'ont que cette eau pour s'abreuver, toute chose qui n'est pas sans conséquence sur l'écosystème et sur leur santé aviaire.
C'est une question de facilité, de rapidité. Pour ne pas charger de l'eau et aller au dehors, on préfère verser ça dans le marigot pour que ça se passe toute seule. Les pratiques que nous observons au niveau de ce plan d'eau sont déplorables. Vous savez très bien que l'eau savonneuse, c'est de l'eau contenant de la soude. Et les animaux prélèvent leur eau de boisson au niveau de ce plan d'eau. Ça peut créer des problèmes digestifs et ça peut créer également, si c'est peut-être la mousse directement que ces animaux-là inhalaient au cours de l'abreuvement, ça peut créer des troubles respiratoires également. Au-delà de la lessive faite dans le lit de cette rivière, deux autres phénomènes compromettent l'environnement selon le directeur départemental à charge du cadre de vie à Takora Donga. Premier, les ONG qui font la préconisation des ordures et déposent en fait ces ordures-là à côté de la rivière, non pas dans la rivière. Deuxième phénomène qui s'observe, d'autres personnes en quête d'objets aussi viennent pour faire le tri. Ça, c'est des privés, des gens qui ne sont pas autorisés à faire le tri, mais qui font le tri. Et donc, ça fait un phénomène qui vient s'ajouter. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est la seconde catégorie de personnes qui viennent faire le tri là, dans leur tri et autres, renvoient les ordures dans la rivière. Autant de facteurs qui polluent ce point d'eau affecté par l'incivisme des populations riveraines. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Trésor Robinaire. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Après moi, retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et bien jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.